Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la distribution Linux SolusOS. Vous savez, la distribution qui est écrite depuis la feuille blanche et qui utilise PITSI, le gestionnaire de paquets PITSI sous le nom de EOPKG. Bref, elle a une longue histoire que vous devez connaître si vous me suivez un peu. Comme vous pouvez le voir, j'enregistre cette vidéo le 5 mars et j'ai publié l'article le 7 mars. Je voulais prendre un peu d'avance et passer un week-end tranquille. Voilà. Ceci étant dit, donc pour une fois, je me suis fait un petit plaisir, enfin plaisir c'est un bien grand mot. Ben, vous pouvez le voir, j'ai activé l'UEFI. Parce que l'UEFI est quand même assez casse-bonbon, il faut dire les choses comme elles sont, à gérer. Donc j'ai utilisé le wiki et comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif de la vidéo. J'ai expliqué comment installer facilement, d'ailleurs j'étais surpris de ce que ça s'installe aussi facilement, la SolusOS avec un circuit EUEFI. Trêve de bavardage, je lance l'ensemble. Là, je passe en plein écran. Et normalement, je devrais être sur le disque dur. À moins qu'il me démarre sur le CD, c'est pas fait là. Je le saurai très vite. Je crains qu'il démarre sur le CD. Ah, la sale bête a démarré sur le CD. Donc désolé, c'est un petit bug. Parfois, il démarre sur le CD. Au lieu de démarrer directement sur le disque dur. Ça, c'est un bug du UEFI. Donc là, je vais juste lui forcer la main. Désolé pour les aléas du direct. J'aurais pas dû laisser le... Voilà. Je n'aurais pas dû laisser le CD dans la machine. Voilà, normalement, ça doit démarrer cette fois-ci sur le disque dur. Théoriquement. Ah, voilà. Donc nous avons LightDN qui est chargé avec un fond d'écran qui est vraiment pas mal. Donc j'entre mon mot de passe. Je n'ai pas les doigts en face du clavier aujourd'hui. Donc, mis à part le bug parfois d'un VirtualBox démarre sur le CD, même si on dit de démarrer sur le disque dur, en pas fait. Donc voilà, nous avons le budget desktop francisé. Voilà, donc les habituels. Voilà, donc le truc habituel. Hein. Le budget desktop en version mise à jour. Et comme d'habitude, l'ensemble est bien francisé. C'est ça qui est agréable. Donc on a un thème d'icône flat, mais du flat supportable. Oui, ça existe. La preuve en image. Je crois que ça s'appelle Faba le thème d'icône. Je vérifierai. Donc on a bien sûr Nautilus 3.18.5. Donc la version qui corrige le bug des disques externes. Bon, on peut aussi bien sûr augmenter la taille des polices, enfin la taille des icônes, mais c'est largement suffisant. Donc l'équipement classique, j'ai rajouté LibreOffice dessus. C'est ce truc que j'ai rajouté. C'est très bien fait. Donc je vais voir si Firefox est en français ou pas. Ça serait bien. Sinon tant pis, on récupérera le fichier de traduction qui va bien. Non, il est en anglais. Dommage. Donc, au premier démarrage, on a directement la page d'accueil de la SolusOS. Enfin, du Solus Project, pardon. Alors, je vais voir si dans les extensions, il y a les langues. Ah, c'est bête, elles n'y sont pas. Donc, je vais voir après. C'est le seul problème, c'est que le français n'est pas installé dans Firefox. Ennuyeux. Sinon, tout le reste est francisé. La preuve, quand j'ai installé LibreOffice, en lançant Writer, LibreOffice 5.0 est directement démarré en français. C'est cool.
Voilà. Donc nous avons LibreOffice 5 en français. Parmi les trucs qui m'avaient fait un peu tiquer dans la version 1.0, c'était l'absence de la gestion des imprimantes. Maintenant, voilà, on a des imprimantes qui sont gérées. Bien sûr, je n'en ai pas rajouté, mais les imprimantes sont directement prises en compte. Qupes fonctionne enfin. Donc il suffit de déverrouiller. Voilà. Et d'ajouter l'imprimante si on en a une de branchée. Bien sûr, j'ai pas ajouté d'imprimante, donc il n'y a aucune qui s'est détectée, mais voilà. Donc là, on peut rajouter l'imprimante si on en a une. Ce qui n'est pas si mal que ça, vous me direz. Dans les outils système, donc, il y a tout ce qui est pilote logiciel. Si on a besoin, par exemple, d'installer des pilotes pour une pilote carte Nvidia ou AMD, ça permet d'installer les pilotes. On n'en a pas, donc tant mieux, pourrait-on dire. Dans les réglages système, voilà, dans notre système, il y a tous les réglages système, donc il y a le menu qui est bien pratique. Son et vidéo, on avait laissé directement installé, on a aussi les box. Il y a quand même, mis à part qu'il n'y avait pas LibreOffice par défaut, et une bonne Logitech par défaut. Je crois qu'il n'y a pas Game préinstallé, donc je vais le montrer comment on installe le logiciel avec la version 1.1. Vous voyez quand même, il y a pas mal de petits outils. Donc on va lancer le gestionnaire de logiciel. Donc on va regarder dans Desktop Package. Non, c'est pas là. Bon, s'il y a encore des problèmes de francisation, ça je vous concède. Est-ce qu'il y a GIMP? GIMP Docs. Tiens, on a GIMP préinstallé. Niais. Comme ça. Si je tape film, ça va pas le faire. Non, apparemment il n'y a pas GIMP. Je vais voir peut-être dans Desktop Category Package, multimédia. Donc il y a EasyTag. Est-ce qu'il va y avoir The GIMP? Je descends, il y a quand même pas mal de petits outils, même si c'est une petite distribution, donc c'est normal qu'il y ait moins de logiciels que sur des Debian ou autres. Alors voyons, il y a Shotwell. Est-ce qu'il y a The GIMP? Il y a HPLIP si vous avez une imprimante HP. Pourquoi pas. Ah, peut-être Gnome Desktop. Donc ça va rajouter des outils Gnome. Parce que c'est quand même en principal c'est une surcouche à Gnome. Enfin Gnome, pardon. Ah, saleté. Saleté. Je ne trouve pas The GIMP. Peut-être qu'on peut l'installer en ligne de commande. Donc on va voir dans réseau ce qu'il y a comme outil. YouTube Download qui est très pratique. Le navigateur internet, on peut rajouter Midori, on peut rajouter Epiphany, application web, utilitaire. Il y a quand même pas mal de petits trucs. Comme vous pouvez le voir. Par contre, je ne vois pas The GIMP. Est-ce que je vais être obligé de passer par ligne de commande? Ça, c'est un peu ennuyeux. Alors, outils développement, base de système. Là, il y a tous les outils vraiment très basiques. Hein. Donc, je vais aller dans Office, par exemple, et on va voir si ce que je peux rajouter. Éditeur de texte. On va rajouter, tiens, Bluefish. Ça, vous allez voir comment fonctionne le gestionnaire. Gestionnaire de paquet. Normalement, si je vais sur le graphisme, je suppose, ou internet peut-être. Système peut-être, ah non, peut-être bureautique. Bon, je vais chercher, ça sera plus simple. Hein. Ben voilà, éditeur Bluefish, j'ai pas été planqué. Et voilà, nous avons Bluefish, l'éditeur HTML pour GNOME.
sais pas si c'est toujours développé. Ah, il est toujours développé. Donc voilà, c'est pour faire du code HTML classique. Donc vous voyez, on peut rajouter facilement un logiciel. Par contre, c'est dommage, c'est pour GIMP. Donc je vais ouvrir un terminal. Ah aussi, si vous pouvez voir, on peut aussi gérer les mises à jour et vérifier qu'il y en a. Apparemment, il n'y en a pas. Donc, non, mais la solution, c'est toujours très agréable d'emploi. Mis à part le petit bug avec GIMP, là, qui m'énerve un peu. Donc là, on va utiliser EOPKG. Alors, j'ai plus trop d'habitude, donc c'est pour ça que ça va être un peu... EOPKG. Ça va être un peu... Voilà, donc... graph, blablabla, install... Search. Ok, donc on va faire déjà EOPKG sudo EOPKG. Hop. Donc je vais voir quand même si on ne commande rien à installer. Donc on va chercher GIMP maintenant. Search. C'est moins search. Search ou moins search, je ne sais plus. C'est SR, voilà. SR GIMP. Bon, c'est étrange que je ne l'ai pas trouvé dans le gestionnaire de paquets. Donc c'est IT GIMP. Mais si je fais une faute de frappe, ça ne va pas le faire. Oui, on va continuer. Et même en ligne de commande, vous voyez que c'est quand même assez rapide. C'est dommage, j'aurais bien voulu passer par le gestionnaire de paquets pour installer GIMP. Bon, ben, c'est un petit bug, je le rapporterai. Ce soit un bug connu. C'est quand même dommage. Ah, par contre, c'est une version de développement qui est installée. Ce n'est pas version stable, parce que c'est GIMP 2.9.2. La version GIMP stable, c'est 2.8. Donc, si on va dans GIMP, The GIMP peut-être. Alors, à moins que ce soit un bug de... Dans tout, peut-être que je vais trouver. Non, apparemment GIMP ne veut pas se lancer. Il n'y a pas de raccourci pour GIMP. Je vais peut-être essayer de fermer la session et de la rouvrir. Donc, fermer la session. C'est quand même dommage pour GIMP parce que c'est un outil bien pratique. Alors maintenant on va voir si j'ai The GIMP disponible. Voilà. Donc on va voir à quoi ressemble le GIMP 2.9. Oh là, ça va faire mal ça. Oui, 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 oui. Ça va faire très mal. Bon, je suppose qu'il va être en anglais. Ah, quoique. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le GIMP 2.9. J'aurais préféré une version stable, mais pourquoi pas après tout. Donc je vais voir maintenant si GIMP est listé dans le... Si je fais recherche de GIMP. Non, il n'est pas listé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter on va essayer d'installer un truc et de le virer par par exemple, on va prendre N1 et on va virer Thunderbird. Pour faire un essai comme ça. Je ne sais même pas à quoi ressemble N1, donc... Alors je vais voir s'il installe N1.
Donc c'était dans Network, Email Clients. Donc je vais installer N1. On va voir cette fois-ci s'il veut bien me l'installer. Installe. Ah, apparemment il y a un léger bug là. Il refuse de me l'installer. Bon, ben c'est des choses qui arrivent. Hein. Dommage pour ma démonstration qui tombe un peu à la flotte. Dommage. Ah, je vais voir quand même aussi si on peut récupérer le paquet FR. POP4G SR Firefox. Non, il n'y a pas apparemment de paquet français, enfin de paquet de traduction. Donc je vais essayer d'installer N1. POP4G. C'était N1. Ah bon, N1 est installé. Autant pour moi. J'avais pas fait gaffe. Donc on va voir dans Internet. Multisystème. Alors peut-être que si on fait... Bon. C'est peut-être aussi un petit problème. C'est que le menu a tendance à avoir du mal à se rafraîchir. Oh, c'est pas bien grave. Après tout, c'est qu'une version 1.1, mais quand même, la distribution est quand même assez utilisable. Et si on va dans les détails techniques, on va savoir quel est le noyau qui fait fonctionner la Solus. Pas précisé. D'accord. Donc, je vais voir ça le moniteur système. Voilà. Donc, le moniteur système va sûrement nous donner des informations sur le noyau utilisé. Ou pas. Chou blanc. Donc, mais tant pis, on va essayer de trouver ça autrement. Donc, on va lancer un dernier terminal. Donc, c'est un noyau 4.4. Voilà. On a l'information. Donc, je vais encore me déconnecter. Ah mince, j'ai verrouillé l'écran. Je me suis gouré. Donc là, peut-être cette fois-ci, non, saleté. Donc là, on va ne pas se tromper, se déconnecter. Donc vous voyez, mis à part qu'il y a un ou deux bugs qui restent, mais c'est normal parce que c'est encore une distribution qui est très jeune, mais qui est très prometteuse. Oui, je sais. Donc on va voir si N1 est disponible. Voilà. Donc c'est un client courrier. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais même pas s'il va se lancer. On va créer, on va utiliser mon compte Yahoo. Je vais voir si ça fonctionne. En espérant ne pas m'être trompé dans les détails techniques. Soit ça peut-être. Alors que ce soit ça. Mais oui, c'était ça. On va mettre deux panneaux. On va mettre Google Gmail. Voilà. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler. C'est très léger. Oula.
Oh là là, ça se voit que c'est bien son développement. Hein. Ouais. Bon. Eh bien on verra, on attendra un peu. Hein. Donc mis à part le bug de GIMP qui n'était pas détectable dans l'outil de rajout de suppression logicielle, le petit bug au niveau de la traduction française, mais je crois qu'il est connu pour Firefox, cette distribution est très utilisable. J'oublie, avant que j'oublie, le thème d'icône utilisé c'est Faba Mono. Donc on peut aussi tout court Faba. On va voir ce que ça donne. Voilà. On a aussi le thème d'icône. Alors, applets, c'est pas ça que je voulais. C'est paramètres, voilà. On a aussi le thème d'icône Mocha. Et le classique Advaita. Voilà. Donc je vais remettre Faba Mono. La Faba Mono Dark, ça donne quoi? Ouais, bon, il n'y a pas grande différence. Dans un Faba Mono. On peut aussi choisir le thème d'écran. Voilà. Arc. Advaita. Emacs. Je sais pas ce que ça donne. Donc je vais remettre Arc Dark par défaut. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est quand même c'est toujours le côté assez utilisable de l'ensemble. Bien sûr, la distribution est encore un peu jeune, il reste quelques bugs. Il y a encore une Logitech un peu réduite, mais il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits. Elle est prometteuse. Elle n'est pas encore aussi utilisable qu'une Debian, qu'une Ubuntu ou qu'une Arch Linux, parce qu'il y a quand même la bouteille, il y a moins de vie derrière, enfin moins de durée de vie derrière. Mais c'est une distribution qui est très intéressante. Dommage pour le bug de Firefox, mais je pense que si on rajoute, on peut très bien traduire l'ensemble en passant par le paquet français. Donc je vais voir si c'est possible de le faire. On ne va pas demander très longtemps. Dommage que les paquets français ne soient pas installés pour Firefox, ça aurait été mieux. Je sais, je radote. Donc on va rajouter ça à la main. Alors c'est la version 44, c'est ça? 44.02. Donc pub. En tout cas, c'est agréable, c'est que l'installation aussi avec l'UEFI a été beaucoup moins prise de tête que je le craignais. Le tutoriel proposé est quand même assez utilisable. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que, étant donné que les paquets de traduction ne sont pas préinstallés, à chaque nouvelle mise à jour, il faudra, mise à jour majeure je parlais, il faudra automatiquement installer la mise à jour du fichier de traduction. Dommage. Donc peu importe, on peut prendre n'importe laquelle, on peut prendre n'importe laquelle parce que c'est le même fichier de traduction. Donc on va dans XPI et on installe le FR. Surtout que normalement Firefox 45 doit arriver début mars, donc la première quinzaine de mars, c'est un peu ennuyeux. Donc là, on active le français. Là, ok. Donc, on va voir aussi ce que ça donne au niveau support HTML5. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, par exemple, sur YouTube. Est-ce qu'il va gueuler et demander le passage à Flash ou pas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Allez, on va prendre quelque chose de potable. Juste pour essayer son passe. Bon, ben, je suppose que c'est bon, vous avez compris que ça passait. Là, on va voir sur Bandcamp. Donc, le support HTML5 est pas mal. Ça évite de se trimballer flash. Allez, on va prendre
On va lancer une piste au hasard. Bien sûr. J'aurais pas voulu... Bon, je vais prendre l'autre piste parce que j'aurais pas dû vouloir aller aussi loin d'un seul coup. Bon, mais le son passe, c'est très bien. C'est un bon point. Bon, c'est vrai, c'est ennuyeux pour la traduction française, c'est ennuyeux pour GIMP, mais sinon, pour le reste, c'est un pur plaisir à utiliser. Donc, je dis qu'une chose, vivement la version 1.2. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao à la prochaine!